concentré géopolitique, un peu si on fait un peu le parallèle à ce qu'on voit en Indo-Pacifique, c'est-à-dire c'est un concentré de problématiques de pays souverains, qui est déjà assez ancien, puisque si on prend le Goder, si on regarde le pôle Nord du haut, on voit que les États-Unis font face à l'ex-soviétique. Il y avait déjà pendant la guerre froide des confrontations qui étaient liées directement à des portées de missiles intercontinentaux. Donc on pensait que la guerre froide est passée, mais il y a encore toujours des tensions qui sont attisées par des problématiques subarctiques. On verra, et c'est aussi des choses qui se démontrent assez facilement, comment le conflit en Ukraine depuis février 2022 est venu apporter des tensions au sein de l'Arctique, alors que il n'y a pas de sujet, il n'y a pas, comme je vais vous le démontrer, il n'y a pas des problématiques de certains pays qui puissent s'arroger des ressources fossiles qui sont déjà très partagées, parce qu'il y a un droit de la mer qui les partage et qui les approprie à chaque pays côtier, donc c'est pas un sujet, mais c'est plutôt médiatisé, où en fait, ça permet de faire, par des jeux politiques, comme l'a fait l'annonce de Trump, en disant je vais acheter le Groenland, ou je vais même prendre le Groenland, ou la Russie qui va dire, ben non, je m'arroge le droit de contrôler le trafic maritime arctique, et tout ça, ce sont effectivement des mots assez forts, qui au niveau politique sont assez marquants, mais on verra qu'il faut effectivement raison garder, puisqu'il faut ramener ça effectivement à la géographie locale. Et enfin, troisième input, comme on dit dans le jargon, qui n'est pas des moindres, et on est toujours sur le plan géopolitique économique, c'est le rôle de la Chine dans cet espace-là, toujours pareil avec un vecteur de fond sur la partie des énergies fossiles qui existent et qui resteront la propriété de la Russie, et notamment sur le pétrole, le gaz et le charbon, où effectivement on voit apparaître un trafic, certes nécessaire par voie maritime, puisque avec le permafrost ou le pergélisol en français, c'est-à-dire cette croûte terrestre qui est glacée mais qui avec le réchauffement climatique fond, et qu'on va privilégier plutôt un trafic maritime pour évacuer ces cargaisons plutôt que par aléoduc ou gazoduc, puisque le permafrost les rend un peu plus fragiles. Et donc on voit là aussi se déplacer un trafic maritime avec tous les risques qu'on peut imaginer sur la partie sécurité maritime, de tout ce transport d'hydrocarbures par voie maritime dans des régions qui la moitié de l'année sont glacées. Voilà. Ça, c'est un peu l'enveloppe, un peu la base de ce que je compte vous exposer. Et donc je vais essayer d'en tenir pour 40 minutes, de façon à ce qu'après on puisse avoir un échange si vous le souhaitez, ou même peut-être avec des gens ici qui vont intervenir, et me reprendre si j'ai des mauvaises interprétations. Quoi qu'il arrive, là c'est un petit time-lapse à la fois du pôle Nord et du pôle Sud. Pourquoi je fais ce time-lapse? Pour bien montrer que, quoi qu'il arrive, la Terre, elle est inclinée de 23 degrés 26 minutes, et que malgré le réchauffement climatique, qui est effectivement sur le plan cryosphérique, c'est-à-dire sur les pôles se réchauffent 4 fois plus vite que le reste de la planète. En France ou l'Europe, c'est 3 fois. Mais pourquoi? Parce que pour des phénomènes que je ne vais pas m'étendre ici, des phénomènes de réchauffement qui est lié au fait du rétrécissement de la banquise en fin d'été, la mer chauffe plus vite, parce qu'il y a moins de réfraction de la lumière sur la banquise, qu'elle est plus petite, et ça fait un espèce d'effet boule de neige, on appelle ça une boucle rétroactive, moins de glace, moins de réservation, donc plus d'absorption du soleil dans la masse qui est de couleur foncée qui est la mer, et donc la banquise met plus de temps à se reconstituer au début de l'automne et fin de l'automne, début de l'hiver, et ce qui fait que d'année en année, il y a une réduction de la dimension de la glace à la fin de l'été, et surtout en épaisseur. Donc ça, c'est concret. En gros, on perd à peu près 10%, entre 10 et 12% depuis par décennie, d'étendue de glace par an. L'Antarctique, c'est pareil. Pourquoi? Parce que sur le plan cette fois-ci, je dirais géographique, on fait souvent, et j'aime bien introduire ce genre d'explication-là, on peut comparer les deux pôles. Les deux pôles, ils sont opposés, pôle nord, pôle sud, que ce soit magnétique ou géographique. Mais sur le plan politique, de ce que sont devenus ces deux pôles, qui sont les dernières terres qui ont été explorées, on voit que sa projection très particulière, qui ne respecte pas, si vous voulez, la sphère, mais enfin qui permet de projeter et qui respecte les surfaces, on voit que l'Antarctique, en fait, c'est une terre, c'est une calotte glaciaire, qui a plus de 3000 mètres d'épaisseur de glace,
sur cette calotte, elle est entourée de mer, l'océan austral. Cette mer, elle n'est pas navigable au sens commercial. Je peux y passer, le Vendée Globe y est passé, il a longé le 55 degrés de parallèle sud, il ne pas plus loin parce qu'il rencontrerait des glaces. Hein. Et ce continent, il a été, je dirais, un petit peu gelé au sens figuratif du terme, avec le traité sur l'Antarctique. Le traité sur l'Antarctique, c'est un texte juridique absolument fabuleux, qui a gelé toutes les prétentions des pays dits possessionnés, dont la France. On a un petit camembert, on dirait, un jour avec Dumont d'Urville, qui en janvier 1841 se l'approprie. Il n'avait pas débarqué. Il a fait débarquer à Newton sur son caillou. Enfin bon, l'histoire restera dans ce domaine-là. Et puis ce traité va légiférer en disant c'est une terre de paix et de science. D'accord, pas le droit de faire d'extraction fossile et minière, pas le droit de faire d'expérimentation militaire, etc. Et tous les pays qui sont attachés à ce traité se respectent. Et cette calotte, donc, elle est régie par un traité terrestre. À l'opposé, si on regarde le pôle Nord, lui, il n'y a pas de continent proprement dit, hein, c'est de la glace, le pôle Nord. Certes, il y a le Groenland, etc. Mais le pôle Nord, c'est quoi si on regarde la même dimension? C'est un océan. Un océan entouré de pays souverains, et pas des moindres. Les États-Unis, on les appelle les Arctic Five, les États-Unis, la Russie, on fait le tour, la Norvège, l'Islande et le Danemark, plus loin le Groenland. Le Groenland faisant partie de la couronne danoise, avec certaines prérogatives, j'y reviendrai plus tard. Et tout ce petit monde-là a du mal à s'entendre. Il y a les graphes que j'ai dans l'introduction. Il y a des ressources sur les parties maritimes. On verra qu'elles sont complètement appropriées aux zones des pays côtiers. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a même plus de différence. Ça a été harmonisé entre pays lui-même. Et cet espace maritime, on appelle ça cet espace océanique, il est régi quelque part par le droit de la mer, avec, que vous connaissez certains, les conventions des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est une, on appelle dans le jargon la Montego Bay, puisqu'elle a été signée et ratifiée en 84 dans la baie de Montego Bay en Jamaïque, hein, et elle porte ce nom-là. Et ça c'est très important puisque les pays sont souverains, donc comme tous les autres pays partout de la planète, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dispute sur les frontières, etc. Même plus de dispute sur les frontières maritimes, mais le pôle Nord est géré par un traité maritime, le pôle Sud par un traité terrestre. Alors, j'ai quelques diapos ici, c'est très technique au final, donc je m'en excuse pour ceux qui voudraient être plus sur le plan généraliste, mais c'est bien important de comprendre ça, et c'est valable partout, sur tous les pays de la mer du globe. Vous savez que le narratif, on dit bien, 70% du globe c'est maritime, hein, c'est de l'eau, hein, le reste c'est terrestre. Hein. Et cet espace maritime-là, il est quasiment partagé. Donc les conventions des Nations Unies partagent et associent aux États côtiers la propriété sur à la fois ce qu'on appelle la colonne d'eau et sur une certaine distance, avec plus ou moins de prérogatives sur la navigation au plan international. Il manquerait quoi, du coup, et ça c'est un traité qui est en cours, je ne sais pas si vous avez entendu le traité de la haute mer, qui justement, quelque part, sert aussi à légiférer tout l'espace qui est normalement libre, qui appartient à personne, qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, mais il faudrait que je puisse harmoniser et gérer ces ressources. C'est en cours, hein. Peu de pays pour l'ajouter alors ont réussi à le ratifier, ou le signer, ont l'intention de le signer, mais ça reste ici. Et la partie haute mer en Arctique, elle est très petite, elle est sous la glace hein, d'ailleurs, je vais vous montrer. Comment on définit l'espace arctique? Il est défini de plusieurs manières. On va faire simple pour mon propos, pour l'illustrer. Elle est définie par, étant de pouvoir définir les capacités à y naviguer, uniquement pendant la période estivale, qui va aller en gros, quand ça commence à voir le soleil apparaître, fin avril, début avril, jusqu'à début de l'hiver, fin de l'automne, en gros maintenant jusqu'à mi-octobre. Et là, la glace elle va commencer à disparaître, elle fond, une partie va rester, parce que c'est annuel, l'autre partie est annuelle, elle va dériver, et puis qui va intéresser en navigation, elle est là. Et donc vous voyez tout ce qui est parti un peu en différents bleus, là, le bleu central, là, c'est les limites de l'extension maximale à la fin de l'été de la banquise. La partie bleu foncé, là, qui touche le nord du Groenland, c'est la terre, c'est la glace qu'on appelle pluriannuelle, c'est-à-dire qu'ils ne fond jamais, parce que il y en a beaucoup plus épais, etc. Et puis il y a des courants qui fait que la glace s'accumule sur le Groenland. Et donc on va voir après plus tard que ça va dégager des espaces maritimes qui vont permettre et autoriser le trafic maritime.
Voilà, pour justifier un petit peu, si je rajoute dessus une couche, un calque avec les courants, d'accord, il y a des courants qui sont des courants océaniques, hein, qui font le tour du globe, et puis en rouge, c'est un courant qui vient des tropiques, qui part de l'Antarctique Sud, hein, il revient, il traverse le pic, il se réchauffe, d'accord, il remonte en surface, et puis il arrive dans les eaux froides, et donc les eaux froides étant plus denses, il passe sous la calotte glaciaire, c'est alimenté par le fait que la banquise refroidit tout ça, et puis du fait de la rotation de la Terre, enfin, c'est des phénomènes physiques particuliers, il va rentrer dans un gire. Le gire de Beaufort, c'est une courant circulaire qui va être en conjonction aussi du côté à peu près nord de la Russie avec un autre courant qui s'appelle le courant transpolaire, le courant de Fram, hein, et qui va, le courant général, froid, va repartir en profondeur de la partie centrale de l'océan et qui va repartir et qui va faire le tour inverse de ce qui était celui qui est en rouge, qui est ni plus ni moins en surface que l'océan. Ce qui fait que tout ce qui est rouge là, c'est de l'air un peu plus chaud, et que cette partie-là ne gèlera jamais. La partie de la péninsule que vous voyez ici, à peu près là où il est rouge, Mourmansk, qu'on appelle la péninsule de Kola, avec le port de Mourmansk, hein, avec le port militaire à côté, là, ne gèle jamais, alors qu'il fait en température d'air froid, -5, -30, etc. Mais l'eau, elle reste plus chaude, donc elle ne gèle pas. Et ces courants-là fait que ça évacue la glace, hein, pendant l'été, et cette glace-là, du fait de ce moment, elle va aller embâcler, c'est le terme consacré, dans la partie archipel nord-canadien, ce qui fait que les routes, on verra tout à l'heure, direct côté canadien, elles ne sont pas praticables puisqu'elles sont entretenues, il y a de la glace qui vient, alors que du côté russe, ça marche bien, ils veulent ça, c'est trop bien, ça pour eux, elle va plutôt dégager la côte nord russe, qui va permettre de pouvoir libérer et de faire un passage. Ça, c'est sur l'espace de la banquise. Sur maintenant ce petit croquis, je fais une parenthèse, sur la partie des espaces au plan du droit de la mer international. Vous voyez simplement, et ça c'est valable partout, c'est universel, hein, tous les pays l'ont signé, donc on l'applique, à l'exception notoire des États-Unis, qui en appliquent le principe et qui ne l'ont pas signé, ça plus tard. Et donc vous avez des distances. Donc vous connaissez, on parle des eaux territoriales, 12 000 par rapport à une ligne de base, une ligne sur le terrestre. Hein. Puis après, en deçà, c'est les eaux intérieures. On donne exemple, par exemple, la mer d'Iroise, hein, s'il y a des étrangers ici, là, la mer d'Iroise, elle est de l'intérieur, du Four jusqu'à Saint, et c'est considéré comme une eau de pleine souveraineté. À le côté territorial, j'ai le droit d'y transiter un bateau étranger, je ne peux pas interdire à un navire qui vient du large d'escaler sur un bateau, modulo quelques conditions, enfin c'est le droit de la mer. Et après le droit de la mer, c'est en haute mer, c'est-à-dire au-delà de 12 000, je ne peux pas rien faire. Vous avez suivi l'activité, hein, les bateaux là en Baltique qui ont arraché des câbles, des câbles, des fibres optiques, etc. Il était très difficile de les arrêter, de les appréhender. Donc il a fallu trouver des artifices en maritime pour les arrêter, parce qu'ils étaient dans les eaux territoriales. Je ne peux pas les arrêter. C'est en international, le droit de la mer, je ne peux rien faire. Je schématise, enfin un peu bon, c'est ça. Sur en revanche, la partie sous-marine, il y a une troisième zone qui s'appelle la Z2, zone exclusive économique exclusive, qui elle va de la côte, si vous voulez, à 200 000. 200 000, c'est à peu près 380 km. Et là, sur la surface, libre circulation maritime, comme les éditoriales presque. En revanche, sur la colonne d'eau, ce qu'on appelle entre le fond, là, c'est toute la partie, ce qu'on appelle abiotique. Là, ça appartient à l'État côtier. Le poisson, il n'a pas la cocarde du pays sur la queue, enfin, parce que ça, c'est la nageoire. Mais, si vous voulez, il y a des ententes entre pays, etc. Donc, c'est l'Europe bleue, c'est des conventions entre les pays pour pouvoir harmoniser la pêcherie et la répartir pour ne pas trop épuiser leurs ressources. Ça marche à peu près bien. Encore. Et surtout, c'est la partie sous-sol. La partie sous-sol, elle est claire, c'est tout ce qui est sur la surface, ce qui est sédentaire, et ce qui est dans le sous-sol, ça appartient à l'État côtier. Avec la possibilité, dans mon petit schéma, de prolonger jusqu'à 350 000, quasiment un tiers en plus, hein, cette propriété de l'État côtier, à condition que j'arrive à prouver, le pays en l'occurrence, à prouver qu'il y a une continuité géomorphologique de ce fond, ça ne tombe pas, qu'effectivement il y a des riches, pour dire, ben voilà, il faut que je le démontre de manière scientifique, hein, il y a une commission spéciale à New York attachée au droit de la mer qui vous dit, bah oui, c'est vrai, c'est légitime, vous avez le droit, et donc vous pouvez vous approprier ça. En Arctique, il y a des conflits, des tensions sur ce sujet-là, hein, parce qu'en fait, les mers sont rejointes, donc ce qui veut dire qu'en Arctique, si je fais, par chaque État côtier, si je prends cette extension de 100 000, celle qui est déjà entendue, hein, eh bien, si on fait tout le tour, c'est la partie, alors je m'excuse un peu du schéma, c'est la partie un petit peu, vous voyez les cercles qui suivent la côte à 200 000,
vous voyez qu'il reste une partie centrale. Hein. J'ai mis en fond le violet très clair. Ce sont les ressources supposées. On n'a jamais été foré parce qu'il y a la glace pour savoir si... Mais par extrapolation de ce qu'on trouve à terre, on peut très bien se dire, bah tiens, là, il y a du pétrole, etc. La partie sous la calotte glaciaire, potentiellement, est riche en pétrole et surtout en gaz. C'est une continuité de ce qu'il y a sur la Terre, hein, ce qui est déjà exploité par les Russes. Et on voit qu'il reste une partie qui est centrale. Bon, pour l'instant, sur la partie de la haute mer, il y a eu un traité qui a été signé comme quoi, pour l'instant, on fait un moratoire sur la pêche. Hein. Mais on peut pêcher, même l'été, il y a de la glace. C'est pas un sujet pour l'instant. Mais on voit que déjà, toute cette partie-là, elle est déjà complètement gagée par les États souverains, côtiers, d'une manière complètement légitime. Les limites entre chaque pays, il n'y a pas de contentieux, ça a été réglé plus ou moins, il n'y a pas trop d'enjeux, donc il n'y a pas de contentieux sur ce sujet, c'est pas un sujet. Et donc quand on entend un certain narratif, on dit oui, la Chine, etc., elle s'intéresse à l'Arctique parce que c'est les ressources fossiles qui l'intéressent. Non. Non. Elle va participer, elle va faire des investissements dans les usines russes, etc., pour effectivement avoir des contrats préférentiels à titre de participation qui sont conséquentes. Hein. Sur certaines usines, elle a plus de 20% des capitaux, etc. Mais c'est pour se garantir des ressources qui sont complètement légitimes. Elle ne va pas s'octroyer un gisement. Et donc, là, vous voyez, c'est parfaitement défini. Effectivement, la Russie a 23 000 km de côte. C'est effectivement elle qui a les plus grandes surfaces. Et notamment, ça se concentre, on verra ça tout à l'heure, sur, vous voyez l'espèce de virgule là, qui est au large au nord, là, celle-ci, là. Cette zone-là, avec la Nouvelle-Zélande, hein, qui est presque une presqu'île, hein, en mer de Kara, où vous avez des usines que vous entendez peut-être parler, hein, parce qu'effectivement, tout ce trafic-là est maintenant, avec la guerre en Ukraine, sous sanction, hein, qui est Yamal LNG et Arctic LNG 2, qui n'est pas encore en production pleine, hein, mais qui est en construction. Donc ça, c'est la propriété, il n'y a pas de sujet. Et il n'y a pas de sujet dans ce sens où, si vous voulez, pour les pays intéressés, ils sont déjà en exploitation de leur gisement terrestre. Et avant, alors ils font des fois les Russes avec les Chinois, justement, ils font une plateforme, ils vont faire des drills, enfin des forêts, des forages d'exploration en mer de Kara. Oui, tiens, du pétrole, bah, ça tombe bien, c'est un jour on n'en a plus à terre, et dans la terre il y a des quantités phénoménales, eh bien on pourra toujours en trouver en mer. Et donc, je finis la parenthèse, hein, simplement pour vous dire que la notion d'appropriation par des pays subarctiques sur des gisements antarctiques, c'est pas un sujet. Par le droit de la mer. Et donc, vous voyez, avec à la fin de l'été, donc période, il y a trois routes qui s'ouvrent. Il y a la route qui longe la route côtière russe, d'accord, qu'on appelle la partie du passage du nord-est, d'accord, avec aussi plutôt la route du nord, hein, c'est pas comment on l'applique. Hein. Sur la partie verte, vous voyez, il y a deux tronçons. Il y a la partie qui longe directement la côte canadienne, qu'on appelle le passage nord-ouest, du coup, avec un tronçon sur, ici, un bras de mer qui est très large, hein, il fait 60 000 de large, hein, qui s'appelle le détroit de McClure, qui est une route directe, si je voulais arriver du détroit de Bering jusqu'à la côte est-américaine, mais qui passe dans les eaux intérieures. Si vous vous souvenez ce que j'ai dit, c'est un peu délicat. Eaux intérieures, c'est-à-dire c'est la pleine souveraineté du pays, c'est pas les eaux territoriales. Donc le Canada, qui s'est arrogé en disant qu'il a déclaré, il y a eu ce sujet avant, parce qu'un peu les Américains qui râlent parce qu'il n'y a pas eu de débat, enfin c'est un peu historique le droit maritime, hein. Qui dit voilà, il n'y a pas de trafic. Moi, s'il y a du trafic dans les eaux glacées intérieures, etc., et qu'il faille sauver, aller assister à un bateau qui s'est échoué, etc., moi les moyens, il faut que j'y aille, j'ai pas de moyens pour y aller, etc. Donc c'est plus simple pour moi de le réglementer, de l'interdire, etc. Personne n'a râlé, il n'y a pas de trafic, hein, quasiment. Mais potentiellement, il pourrait y avoir un trafic direct, mais ce trafic direct par le McClure ne fonctionne pas parce que je vous ai dit, voilà, l'été, il y a la glace, il y a une glace qui descend et qui embarque et qui représente un danger pour la navigation. Il y aura une autre, là, qui serait en plein milieu, qui serait passée par le pôle Nord, qu'on appelle la Transarctique, qui là, et serait la plus courte, hein, ce qu'on appelle une route orthodromique, c'est-à-dire que sur le globe, c'est la route la plus courte, voilà, de chaque côté. Là. Mais il n'y a pas de pôle Nord. Pour l'instant, le pôle Nord, même en plein été, bien qu'on y aille très bien, les bateaux français présents qui y sont allés, on va en pôle Nord, la glace, elle est un peu délitée, il y a des lignes, hein, des passages, etc. C'est pas la banquise de procédure. Hein. Et le GIEC, hein, vous savez, ce mouvement international sur l'évolution du climat, non gouvernemental, aucune association de scientifiques, qui a dit que probablement, hein, en 2040, 2050, potentiellement, une fois tous les 10 ans, il se pourrait que le pôle Nord soit sans glace avec le réchauffement climatique. Ce qui pourrait laisser penser, autoriser, on le verra, un passage libre
le plus direct possible, sans être sous le contrôle des eaux russes, dans lesquelles les Russes se sont octroyés un contrôle assez permissif. Si on regarde un peu d'une manière un peu différente, là j'ai une projection polaire, et en fait si on regarde un petit peu, je ne vais pas le détailler, parce que du coup, mais enfin, ce sont les grandes routes maritimes, les grands passages, ce qu'on appelle en géopolitique sur le plan maritime des choke points, c'est-à-dire en gros des points à être ici. On voit par exemple du côté de l'Indo-Pacifique, la Chine qui se tend un peu à l'étroit et donc qui va un peu s'arroger des territoires de manière complètement illégale, cette fois-ci du côté de la mer de Chine, qui veut s'assurer que du côté du détroit de Malacca, donc au large de Singapour, eh bien, son trafic, notamment son trafic de conteneurs qui va vers l'Asie et l'Europe, soit bien libre et qu'on puisse avoir une libre circulation. Et voilà, donc la route ici, la route que vous voyez entre la Chine du Nord et puis l'Europe qui passe par Ceylan, qui passe par la mer Rouge, etc., qui passait. Puisque du coup, avec la guerre, les conflits et les outils, d'accord, bon nombre du trafic, notamment en conteneurs, fait le tour par le cap de Bonne-Espérance, rallongeant de 10 jours le transit, mais la CMA préfère avoir un transit safe, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher, plutôt que de se faire, avec un drone ou un missile, descendre son bateau dans la mer Rouge. Bon, là, vous suivez l'actualité, il y a eu un pont entre Gaza et puis le Hamas, etc., et l'Israël. Les Houthis ont dit maintenant on arrête de tirer, on ne tire que sur des bateaux israéliens. CMA ce matin a envoyé, ça y est, un bateau d'Al Jazeera en passant par Suez, et ça marchait. Alors peut-être que c'est un peu risqué. Encore quelques bateaux, mais tout le conteneur, tout le trafic de conteneurs passait par Bonne-Espérance. L'autre côté, l'envers, c'est le côté qui passe par Panama et qui irait dans. C'est pareil, passer par Panama, je pourrais passer par le blanc côté du nord-ouest, vous voyez que je ne gagnerais pas grand-chose. J'irais, je pourrais y éclater, j'irais avec un bateau dans la glace et dans les fjords et dans l'archipel, c'est compliqué, ça marche au trait du temps, c'est pas rentable. Je ne vais pas trop m'étaler, mais en fait, il y a deux types de transit. Il y a le transit dit de destination, je vais d'un point à un autre, d'accord. Je ne suis pas tenu par le temps, c'est pour le vrac liquide, solide, etc. Bon, que c'est un retard de 10 jours ou pas, c'est pas important. En revanche, le transport dit de transit, c'est-à-dire les porte-conteneurs, lui c'est comme le train SNCF, l'heure d'arrivée. C'est qu'il faut qu'il parte de Singapour ou des ports chinois, il faut qu'il arrive au Havre ou dans les ports européens 32 jours plus tard, quand il passait par Suez, à quasiment la minute près, puisque du coup il a réservé son slot sur un port. Donc ça c'est le trafic à temps. Et là, le trafic à temps, si je mets à me passer par, donc la moitié de l'année, si je me mets à passer par les routes maritimes du Nord, qu'est-ce que je veux dire? Que je vais maintenir ma vitesse initiale, puisque du coup je vais rencontrer des glaces. Je vais peut-être être obligé de prendre un pilote et de me faire escorter par un brise-glace parce qu'il y a de la glace, il va m'ouvrir un chenal. Donc c'est trop aléatoire. Et donc les grandes compagnies de transport côtier, donc à temps, comme Maersk, ANC, etc., CMA, se sont déclarés, entre nous, se sont déclarés qu'on dit non, on ne prend pas la route maritime arctique parce que on est pour la défense de l'environnement, etc., etc. En fait non, parce que c'est pas intéressant financièrement, et qu'en fait ils ne vont pas désorganiser une logistique avec des ports des logisticiens dans les ports qui sont leur propriété ou avec des alliances pour pouvoir réorganiser un trafic ponctuel de quelques mois en Arctique pour gagner à peine 8 jours. Alors, donc il n'y a pas de sujet. Pour le trafic, attends. Sachez que la route, la jaune, là, par Suez, elle est payante quelque part. Quand vous passez par Suez, ils sont malins, parce que Suez, si vous passez par Bonne-Espérance, etc., je vous l'ai dit, gagnez 10 jours. 10 jours, c'est comme une voiture que vous louez pendant les vacances, c'est 50 € la journée pour une petite citadine. Bon, là, pour un bateau comme CMA, le plus gros, 24 000 watts, allez, on va la fréter entre 70 et 80 000 $ jour. D'accord? Vous faites 10 jours en plus, ça fait 700 000 $. Okay? Bon, ben, le prix pour passer à Suez, il va vous faire à 699 000 $. C'est le coût. Les Russes, ils se sont dit, pas bête, très bien, ben, venez par la route du Nord-Est, parce que du coup, là, pas de péage. Oui, mais enfin, s'il y a de la glace, ah bah oui, s'il y a de la glace, on se fait escorter par un brise-glace, on vous impose un pilote russe, et en fonction des zones du navire, on vous fait payer. On fait combien? Oh, ben c'est 5 $ la tonne. Bon, 5 $ la tonne sur toute un traversée, ça fait 699 000 $. Au final, on n'y est pas en jeu. Alors pareil, le trafic, là, vous voyez en jaune sur le blanc, c'est raccourci, on appelle ça le Panama blanc, certains. Certes, je vais gagner entre Suez et puis là, je vais gagner 8-10 jours suivant le bateau. Okay. Mais en temps, pas forcément. Le trafic actuel de transit sur cette route-là, c'est annoncé, c'est médiatisé par la rue, c'est de 39 millions de tonnes. On ne se dit pas grand-chose. Mais
pour comparer par exemple le trafic qui passe par Suez, quand même qui vient de Singapour et enfin de la Chine, c'est en gros 39 millions, c'est l'équivalent, quand ça marchait, donc avant l'INT, hein, c'est l'équivalent d'une journée de tonnage à Suez. Donc voilà, avec une carte un petit peu plus jolie, les différentes routes maritimes, j'y viens pas, j'en ai reparlé. Hein. Et ces routes maritimes-là, elles passent, pour la jaune, c'est la solidité, elles passent par le long des côtes russes. Alors il y a quelques contraintes, hein, puisque du coup, quand on passe entre les îles, notamment le détroit de Samikov, là il y a 13 mètres de tirant d'eau. C'est un plateau continental qui est très éloigné, hein, qui est pas beaucoup d'eau, il y a 60 mètres d'eau. Hein. Et près des côtes, 13 mètres pour un porte-conteneur qu'en fait 16, ça ne le fait pas. Même pour les méthaniers, ils sont obligés de passer un peu, ça les retarde un peu, passe un peu plus au large. Et donc c'est plus large, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement un peu plus de glace. Et tout le trafic va se concentrer sur la petite pastille ici, la pastille rouge, qui est en fait, là du coup, ce qu'on appelle le trafic de destination, qui n'intéresse que le trafic russe. C'est-à-dire qu'en gros, ça part des ports russes, et ça va se ventiler en Europe, et ça va se ventiler en Chine. Et donc je vous montre tout de suite là, ces ports-là, ce sont quoi? Ce sont des ports de distribution, des hubs, de pétrole, de charbon et de gaz. Gaz liquéfié. On a vu que suite à la guerre en Ukraine, mais c'était déjà le cas à partir de 2014 sur la guerre en Crimée, mais c'était moins marqué, c'était moins acharné, surtout notamment de la part des États-Unis et un peu moins sur l'Europe. Hein. Vous savez que tous ces produits-là sont sanctionnés, c'est-à-dire qu'en gros, si vous utilisez, vous êtes sanctionné, blacklisté, etc., pour le charbon, pour le pétrole, pas pour le gaz. Pourquoi? Parce que le gaz, si le soir on se paierait si on ne prenait pas de gaz russe. Alors, les routes maritimes, elles s'organisent du côté russe, donc ils ont complètement blindé le truc. Ça repartit un petit peu en vigueur après la chute du mur de Berlin, là. Et ils y ont vu, Poutine y voit, il est très attaché à ça, très investi. Hein, la façon dont la Russie est gérée très verticalement, très investi, il lui voit un potentiel énorme, on ne peut pas lui donner tort. Alors, si je me projette en 40 ans, en 40 ans, je n'ai peut-être pas le même discours que j'ai maintenant. Et donc là, ils ont commencé à organiser, d'accord, ils ont fait des zones, d'accord, des zones, alors c'est complètement officiel, hein, vous avez un site, hein, National Civil Administration, vous avez dessus, hein, vous regardez avec votre classe de bateau, parce que les classes glace, plus ou moins, bateaux qui sont plus ou moins épais, etc., encore, sinon il n'y a pas de la glace, et c'est ce que j'ai besoin d'un brise-glace ou pas, et en fonction des zones que vous traversez, en fonction de la glace, eh bien, vous allez payer. Mais bon, moi, je suis chinois, j'ai ou un autre bateau, j'ai un bateau de coquelage, je suis canadien. Pourquoi moi j'irais m'embêter, d'accord, à me soumettre à l'autorité russe dans des eaux internationales où il y a le libre passage, en dehors. Je ne fais pas le territorial, hein, d'accord, je n'ai pas le droit de transiter, j'ai le droit d'aller à un port, mais je n'ai pas le droit de transiter. Je simplifie. Mais dans les eaux de 100 000, rien ne m'intéresse, et pourquoi j'irais me soumettre à un contrôle russe alors que le droit international me donne. Ah oui, mais non. C'est là que c'est un petit peu subtil. Il y a un article dans cette fameuse Convention des Nations Unies sur la mer, l'article 234, qui autorise un État côtier en zone polaire de pouvoir, sans discrimination bien sûr, de pouvoir exercer un contrôle sur les bateaux qui transitent dans les 200 000 s'il estime que l'État côtier estime qu'il risque d'avoir un danger de pollution. Pollution, c'est quoi? Oui, c'est à dire, s'il y a un bateau qui transite, a fortiori pas classe glace, qui transite dans la glace qui dérive, etc., et qui heurte un glaçon, etc., et qui a une voie d'eau, pollution. Donc, j'ai une lecture assez directe, assez russe, de dire, ben voilà, maintenant, si vous voulez traverser les ZE, qui sont les seuls navigables, in fine, hein, parce qu'au milieu, il y a de la glace, hein, et ben, vous demandez l'autorisation à la Russie. Et c'est ce qui fait que, et là, même si c'est un peu en travers, on peut dire effectivement que la partie du passage nord-est, elle est sous contrôle, entre guillemets, de la Russie. Alors, les militaires, ça les fait un peu coincer, surtout les Américains, qui eux sont très attachés à la navigation. Les Français, on n'est pas si mauvais, puisqu'en 2018, on a envoyé un bateau militaire sans canon, certes, un bateau de servitude, mais il était gris, pour une navigation sans arrière-pensée, en transité, c'était un challenge de navigation froide, et puis bon, les Russes s'en sont aperçus un peu tard qu'il y avait un bateau qui était français, comment ça se fait, etc. Ils ont pensé, ça a fait dans les milieux diplomatiques, on en parle toujours, hein, le Rhône, en septembre 2018, c'est un truc qui fait partie du contexte arctique. Mais voilà, donc ils sont très attachés à ça. Pourquoi? Parce que, quelque part, il y a effectivement des retombées financières, mais qui sont moins, parce que je vous dis, il y a 38 millions de tonnes par an, et 38 millions, ce sont déjà des bateaux qui viennent de Russie, qui vont à la Chine, et c'est bateaux russes. Hein. Donc les bateaux en transit, c'est 3 millions de tonnes par an, c'est rien.
Mais comment ça bâtir ça, avec cette possibilité de le contrôler. Et dans ces zones. Alors, en revanche, l'enjeu là actuellement d'actualité, c'est quoi? Il y a deux ressources. Le charbon un peu moins parce que c'est en mettre en place. D'accord. Le charbon, on pourrait se dire, le charbon c'est fini avec le réchauffement climatique, etc. Les centrales charbon, les Chinois, la moitié de leur parc énergétique, c'est des centrales à charbon. D'accord. Et puis aussi, là c'est de la lignite. D'accord. C'est du charbon, pourquoi? Pas pour chauffer, c'est du charbon pour construire de l'acier, aller au fourneau. La Chine étant le plus gros producteur d'acier au monde. Le charbon fait la porte. Et ça tombe très bien, parce que là, ils sont nombreux. Deuxième sujet, c'est les hydrocarbures, le pétrole, très ancien. Le pétrole dans l'Arctique, il y en a du côté en Alaska, mais il y en a beaucoup en Russie. Et là, ce sont des champs qui sont terrestres, avec, je ne vous fais pas le détail, mais vous voyez, il y avait ce qu'on appelle des espèces de SBM, c'est des bouées, d'accord, qui sont ancrées ou qui flottent, sur lesquelles un bateau vient s'amarrer, d'accord, et c'est pris dans les glaces ou pas, il y a des glaces qui nettoient un peu tout ça autour quand un navire arrive, et ils sont reliés à des champs terrestres. Ou même une plateforme là qui est reposée sur 30 mètres de fond, qui est bien défendue quand il y a de la glace, etc. Mais sinon, tous les gisements sont inshore. Et là, j'ai un trafic pétrolier, d'accord, qui, avec des brise-glaces qui vont effectivement me faire des convois et me faire des escortes pour ces navires-là, pour pouvoir extraire toute l'année du pétrole. La Russie est un très grand exportateur de pétrole, avec un pétrole qu'on appelle du blend arctique, qui est un pétrole très peu soufré, et donc pour des produits notamment transformés qui sont très appréciés. Deuxième sujet dont on parle un petit peu plus, qui est, là c'est pareil, qui sont les projets LNG. LNG, c'est GNL, c'est le gaz liquéfié. On peut transporter par quoi? Soit par gazoduc, vous vous souvenez pour ceux la consuélité Nord Stream 1 et Nord Stream 2, donc c'est des pipes qui font à peu près 1 mètre de diamètre, dans lequel on envoie du gaz sous légère pression. Et donc, on voit ce volume-là, ça traverse l'Europe, on traverse la Russie, etc. Mais tout ça, ça repose sur le permafrost. Et donc, le permafrost, il faut réchauffer sur les gazoducs. Dehors, il fait moins 50. Donc, du coup, tous les 50 mètres, j'ai des réchauffeurs, j'ai un radiateur, un thermosiphon, qui fait que le gaz ou le pétrole, il ne se génifie pas. En termes environnemental, c'est une gabegie. Et les Russes se sont dit, non mais là, du coup, c'est plus intéressant de le liquéfier. Alors, liquéfier, qu'est-ce qu'on fait? On compresse le gaz, et donc avec des trains de liquéfaction, donc c'est plus loin qu'une pompe à vélo, vous prenez une pompe et compressez le gaz, et quoi se compresser, vous avez une transformation chimique qui fait que, pour qu'il soit liquide, il faut qu'il soit à moins 160 degrés. Et je vais le mettre dans un thermos, thermos sur un bateau, et je vais envoyer ça par voie maritime. Alors, le volume est moins grand que par gazoduc, mais au moins, je suis complètement indépendant du réseau et je le vends, surtout je l'envoie où je veux et quand je veux. Et donc sur le premier projet qui est le premier Yamal LNG, qui a été construit par Novatek. Novatek, c'est le concurrent de Gazprom, qui est une unité, une entreprise étatique, qui perd de l'argent maintenant. Plus de gaz par gazoduc, maintenant que l'Europe a fermé, et eux-mêmes ont fermé en mars 2022, du coup, il ne reste plus que le gaz par voie de mer, qui est considérable, c'est 15 millions de tonnes par an. C'est la moitié du trafic annuel. Par un entrepreneur privé, Novatek, alors évidemment, qui est comme cul et cheville avec Poutine, bien sûr, ça ne marche pas, et qui a construit une usine Yamal LNG 2 avec, c'est des trains de liquéfaction qui sont opérationnels depuis 2018, construit à l'époque, c'est-à-dire en 2017, avec de l'ingénierie occidentale et notamment française, avec Technip FNC, qui est une jeune nature avec une entreprise américaine, mais qui en fait elle est française, donc c'est phénoménal. LNG, les transformations, c'est 27 millions de dollars milliards, je reprends 27 milliards de dollars, un des plus gros projets au monde en infrastructure gazière. Il y en a plein d'autres qui existent encore en construction, mais celle-ci est plus claire. Et le but, c'est d'envoyer des bateaux, donc il y a des bateaux qui ont été construits, donc des bateaux qui sont des méthaniers, classe-glace, brise-glace, un design tout à fait particulier, qui peuvent naviguer toute l'année. Ça va plus vite quand j'y mets un brise-glace devant, parce que du coup, je veux l'avoir. Enfin, ils peuvent y aller l'hiver, etc., par la Chine. Et puis l'Europe l'hiver, si on a besoin. 15 bateaux qui font la Noria. Et ça marche tellement bien que Novatek a dit, j'en fais un deuxième, Arctic LNG 2. Et puis ça va très bien me marcher, parce que j'ai un potentiel énorme. J'ai l'ambition de devenir le premier producteur mondial de gaz après les États-Unis, avec son gaz de schiste, l'Australie et le Qatar. Le GNL, on en a pour jusqu'à 2050, parce que la transition écologique avec l'hydrogène, la fusion, etc., la fission, etc. Pour l'instant,
traçabilité, c'est le LNG. Vous avez en construction la Chine qui a le monopole de construction maintenant quasiment avec la Corée du Sud en termes de méthaniers. Pour l'instant, il y a 122 méthaniers en termes de construction. Le Qatar est en train de doubler ses gisements. L'Australie, il met en place, les Américains, avec le gaz G6, ils sont en train de construire 3 usines de trains de liquéfaction. Ils vont nous inonder. Vite, heureusement qu'ils sont là pour reprendre le gaz russe. C'est pas joli ce que je dis, enfin c'est un peu trash, mais c'est comme ça. La deuxième usine, Arctic LNG 2, elle a été construite avec des technologies un peu différentes. Puisque du coup, l'usine, la première, elle repose sur le thermafrost. Et je dis, le thermafrost, il bouge. Pas de problème. Les Français, machin, les ingénieurs, ils ont dit, bah, on va mettre ça sur pilotis, sur des thermosiphons. Ils ont creusé 42 000 pilotis, d'accord, qu'ils ont à côté avec des thermosiphons pour refroidir le sol pour pas qu'il bouge. Ils ont fait un aéroport international, ils ont fait les 3 trains de liquéfaction, etc., hein, sur cette usine-là. Et après, ils ont réfléchi, ça fait quand même un peu cher, et puis c'est un peu, dans le temps, c'est un peu compliqué, donc on va faire différemment. Là, on va le mettre sur une barge, 4 terrains de foot, qu'on va construire dans une usine en Russie, toujours pareil avec une ingénierie occidentale. Et ça a été construit dans un bassin, c'est des gros caissons d'armitaire, des gros caissons de béton, et il y a du vide, donc ça flotte, hein, et sur lequel on a mis des trains d'unification. Trinification, c'est une succession de turbines à gaz pour compresser le gaz, qui à la fois fournit nécessité, etc. Technologie américaine et allemande. Allemande et américaine. Et donc ils ont commencé à construire ça. Est arrivée la guerre en Ukraine. Les Américains, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas fous, hein. Ils ont tué dans l'œuf les exportations de GNL américains, donc ils ont mis tout sanction, toutes les compagnies européennes, etc., qui participaient à cette là. Pourquoi? Parce que du coup, l'Europe, souvenez-vous, l'hiver 2022, ça nous est tombé dessus, il a fallu trouver du gaz in extremis partout. Les Allemands qui projetaient avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2 de s'approvisionner à 70% de gaz russe par gazoduc, hein. Et là, ils se sont retrouvés sans gaz, alors que l'Europe est un peu solidaire dans ce domaine-là. Donc il a fallu trouver le Qatar, il était déjà à plein, la Norvège, il ne pouvait plus. Et qui c'est qui est arrivé? C'est les Américains. Alors, les Américains, ils voient une peine, donc il s'est dit, si je tue l'approvisionnement russe, c'est autant pour moi. Et donc cette trains de liquéfaction, je vous le dis, c'est des technologies occidentales, américaines. Et quand il y a les sanctions, c'est Hughes-Bachler, c'est ceux qui font des réacteurs, des Boeing. D'accord, ils ont dit on se retire. Et les Russes, Novatek, s'est retrouvé du jour au lendemain sans réacteur. Et donc, du coup, ils ont fait appel à qui? À leur partenaire privilégié, qui est la Chine. Il a dit, bon, les réacteurs, moi, je ne sais pas, je ne pas plus petit, j'ai à peu près la technologie, mais on va faire autre chose. Je vais vous mettre des turbines à terre, etc. Et donc, ça a pris du retard. Ils essayent, effectivement, de compenser le déficit de technologie occidentale, mais ils sont pas arrivés. Et surtout, toutes les entreprises qui étaient associées à ces enjeux-là, à ces entreprises-là, ont été blacklistées, sanctionnées. Ce qui fait que les Russes ont du mal, hein, pour des questions financières, etc. Au premier chef de qui? De Total. Total, qui a une participation de 20% dans la holding de Novatek. Avant, après la guerre d'Ukraine, évidemment, l'argent de Novatek. Et là, c'est très compliqué sur le plan privé, je terminerai là parce qu'on peut en parler des heures. C'est-à-dire que je suis dans le droit privé. Et donc, effectivement, Total ne touche pas ses dividendes parce que du coup, il n'y a pas de transaction financière. Mais il a perdu des milliards et des milliards. Parce que du coup, il investit, il ne peut pas se dessaisir. Il a toujours des contrats à très long terme, c'est pour ça qu'on a du gaz qui vient de Russie, parce que c'est des contrats à très long terme de Total, qu'il est difficile de dénoncer, même s'il va finir par arriver, parce que du coup, il va falloir quand même céder, et à quelle condition, quelque part, j'arrive à compenser ce déficit. Et le déficit, il est américain, quand les usines de liquéfaction qui vont commencer à produire l'année prochaine arriveront à compenser le gaz russe. Donc voilà, après il y a des jeux de transfert, ils ont mis, voilà, donc le but c'est de faire, ça marchait très bien, c'était un projet qui était rodé, des bateaux brise-glace pour naviguer l'hiver, etc. Au lieu d'aller jusqu'à destination avec un navire qui coûtait cher, eh bien on arrivait dans des hubs c'était des espèces de grosses barges à l'extrémité, donc une à Mourmansk et puis une autre en Kamtchatka, c'est-à-dire du côté Pacifique, et puis les navires glace, ils arrivaient déchargés dans ces hubs, dans ces grosses plateformes-là, et puis des méthaniers conventionnels revenaient surchargés et repartaient vers la destination d'hiver, c'est varié. Bon, pour l'instant, le MLLNG, ça fonctionne. Arctic LNG 2, tous les bateaux qui devaient être construits associés au projet, qui devaient être construits par les Sud-Coréens, d'accord? Eh bien, les Sud-Coréens, ils se retrouvent avec les 6 premiers bateaux sur les bras parce qu'ils n'ont pas les vendre, sous forme de sanctions. Les Américains, ils se voulaient les vendre à Novatek et notamment à la compagnie russe qui s'appelait Surcomflot. Bon, ben voilà, mais bon, le Toyota, mais les voitures, je ne les achète plus. C'est des sanctions et donc du coup, ils se retrouvent avec l'impossibilité de vendre ces bateaux.
voilà comment c'était organisé, ce trafic maritime, destination. Donc voilà, c'est des bateaux tout à fait spécifiques, qui ont des moteurs qui sont, c'est pas des lignes d'armes, c'est des moteurs comme un hors-bord, et qui sont ce qu'on appelle de batting ship, c'est-à-dire qu'en gros, quand il y a trop de glace, ils inversent les hélices, et ils avancent par l'arrière, parce que la coque est plus déformée, pas d'adapté, il y a moins de frottement, et ça leur permet de passer dans les glaces annuelles, qui sont de l'ordre de 1 mètre à 1,50 m, et de pouvoir naviguer sans le besoin de brise-glace. Les Russes, qui ont une ambition concernant le maritime, puisqu'il y a du business à faire derrière, ont développé, voilà, on a mis en place un programme de bateaux associé à TLNG 2, puis après il y avait d'autres projets vers TLNG 2, à un moment LNG, il y avait plein de projets comme ça, ils ambitionnent de devenir la première production mondiale. Mais pour l'instant, c'est un peu gelé avec les Américains. À tel point que, pareil, petit clin d'œil, ces navires-là, le fameux thermos, donc ces cuves qui sont parfaitement hermétiques, etc., le constructeur de ces cuves-là qui a le monopole mondial en expertise, il y a des licences qui octroient à des chantiers sud-coréens, mais pas aux Chinois, c'est GTT. GTT, fleuron français. Et GTT, en janvier 2023, a été obligé de se retirer des projets de construction, puisqu'il a fait une famille d'argent aussi phénoménale, considérable. Bon, il s'est rattrapé sur les métalliers qataris qui ont été construits en Sud-Corée, etc. Mais voilà, donc ce qui fait que les Russes n'ont pas la capacité, n'ont pas la compétence technique, il faut du temps pour l'acquérir, pour pouvoir tout de suite y remédier et substituer à ce matériel. Ils vont le copier, pas du souci là-dessus. Ils ont mis en place, pareil, parallèlement, une flotte de brise-glace. Alors là, on n'est pas dans des mesures. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait déjà des brise-glaces à propulsion nucléaire, et là, ils ont mis, alors, un brise-glace à propulsion nucléaire à la russe, ça avait été 10 ans, ils cramaient, enfin, on reconstruisait, ça avait été 10 ans. Là, ils se sont dit, il faut, Poutine, il a dit, il a fait un plan de projection de la route maritime au plan économique des infrastructures associées au trafic maritime de la route du passage du Nord-Est, avec des brise-glaces à construire. Il a dit 2030, il faut que ça tourne. D'accord. Donc il a donné les moyens. Les moyens, c'est le gaz, c'est la tête. Et donc là, mis en place donc une série, il y en a 9 prévus de brise-glaces à propulsion nucléaire, 60 MW, enfin c'est l'équivalent quasiment n'importe combien de la 4000 watts, un peu moins, mais c'est ça. Construit en des temps record, il n'a pas cramé, il n'y a pas eu de grève, il y a eu tous les éléments, il maîtrise la technologie. Alors, au niveau sûreté nucléaire, bon, c'est pas le standard occidental, mais ça marche tellement bien qu'ils ont décliné ces fameux réacteurs, les 2200 là, ils ont décliné sur des barges flottantes pour aller vers des usines, d'accord, de production d'énergie, une centrale nucléaire, au lieu de la mettre sur le permafrost qui va bouger, etc. Maintenant, ils ont côté du Pacifique, là, à Pélec, là, une centrale nucléaire flottante qui permet d'exciter, et ils vont comme ça les décliner, ils vont même les exporter. Les Africains sont peut-être intéressés, etc. Deuxième projet, ils se sont dit, voilà, le problème des premiers, c'est que ça fait un chenal de simplement 34 mètres de largeur du navire. Et là, les tankers minéraliers, et puis après, on va parler du pétrole, des gros projets de pétrole qui arrivent aussi, les tankers glace, de pétrole, ils font, c'est des gros, un Ultramax, ils font 40 mètres de large. Avec 40 mètres de large, ça va pas être suffisant, parce que ça frotte, il en faut deux, etc. Voilà, ils sont en train de construire un deuxième, là, un premier, là, ça s'appelle le Rossia, là, le projet leader, il fait 200 mégawatts, d'accord, 200 mètres de long, 180 000 tonnes. C'est vrai qu'il y a un peu de retard, enfin bon, ils ambitionnent. Et pour sécuriser tout ça, ils sont en train de construire une flotte militaire, un brise-glace, d'accord, avec deux premiers patrouilleurs, là, qui eux seront armés, hein, dans les missiles, etc. Parce que la sécurité, au sens maritime marchand, c'est quand même le FSB ou la marine militaire soviétique, russe, d'accord. Donc tout ça en marche. Il me reste rapidement quelques slides pour commencer un tableau in fine un peu noir, enfin assez réaliste, si je peux me permettre. Voilà, donc du coup là sur les années depuis 2017, donc le premier chiffre c'est Yamal LNG, donc le pourcentage en millions de tonnes d'importation du gaz russe par l'Europe. On n'est pas les plus gourmands. Il se trouve qu'on a des infrastructures, on a une société à Dunkerque, on a des terminaux à Dunkerque, à Montoire, etc., qui permettent de pouvoir reprendre le gaz russe, d'accord, de le stocker et de le reventiler sur le parcours de contrats en Europe. Là, le 14e paquet de sanctions européennes va interdire, et là aussi c'est pareil, c'est pas forcément très bien traduit dans la presse, qui va interdire le transbordement du GNL. Le transbordement du GNL, pas celui importé avec les contrats à long terme que l'on a pour les besoins, parce qu'il n'est pas sous sanction pour les besoins. Ce qui va être sanctionné, c'est de transborder le gaz qui va être stocké dans des citernes qu'on a à Dunkerque, etc., pour une partie en quantité, en volume, c'est un peu compliqué, mais est loué
louer à Novatec, et Novatec se sert de ce stockage pour aller le reventiler dans d'autres pays, la Chine, l'Inde, etc. C'est ça qui va être sanctionné. Parce que du coup, bah, c'est quand même un peu gros, on fait la guerre à l'Ukraine, etc., à la Russie, contre la Russie en Ukraine, et puis on favorise le trafic Novatec, qui est, c'est plusieurs dizaines de milliards par mois, le trafic de la Chine. Donc, malheureusement, on en est là, on a un peu pris la gorge. Alors du coup, effectivement, les Américains, d'ailleurs, regardez comment ça va se passer avec Trump, qui dit drill. Le problème, c'est un peu de barre. Effectivement, on va certainement être appelé à réduire les importations de GNL. Et certainement, Total, il va être obligé de revoir sa copie, et certainement avec pas d'argent. Total, c'est à peu près, en gros, sur les millions de tonnes qu'on importe, c'est à peu près des contrats à long terme de 4 millions de tonnes par an. Autre sujet qui peut porter à discussion sur les ressources. Donc on a les ressources fossiles, donc on a parlé du charbon, du pétrole. Il y a pareil un projet dans la même région Sibérie occidentale qui s'appelle Vostok Oil. C'est 100 millions de tonnes de pétrole, d'accord, de crude, avec les bateaux qui sont en train de construire un port, etc., en eau froide, etc., pour à l'horizon 2030, 100 millions de tonnes. C'est énorme. Tout ça pour aller vers où? Le pétrole actuellement il est sanctionné, il va où? Il va en Inde, il va en Chine. Avec des transbordements plus ou moins occultes dans les eaux à la limite territoriale Grèce, il va en Inde, il est raffiné en Inde et il revient à Carrefour. Comme le rêve, comme ça se passe. Autre sujet, très important, les terres rares. Et c'est ce qui fait effectivement agiter Trump. Il l'avait déjà fait par le truchement de son secrétaire d'État en 2019, Mike Pompeo, à l'occasion de la passation de suite de la présidence du Conseil de l'Arctique, c'est le forum intergouvernemental entre les pays de l'Arctique. Et il avait dit, voilà, on va râler en disant la Chine, elle n'a rien à faire en Arctique, c'est chez nous, on a raison, parce que la Chine, il y a les intérêts qu'elle a avec Novatec notamment. Et surtout, elle avait dit le Groenland, j'achète. Bon, ça avait fait un peu coincer la couronne danoise. Le Groenland, il faut le savoir, c'est certes, c'est une partie à la couronne danoise, mais enfin, ils ont une autonomie depuis 1999, avec un Premier ministre, avec un Parlement, etc. Et la couronne danoise n'a si vous voulez, de prérogatives uniquement que sur les parties affaires étrangères et les parties militaires. Sur les parties éducation, ressources commerciales, etc., le gouvernement grenadais est complètement indépendant. Et donc quand Trump en a remis une couche hier, d'accord, un peu avant d'ailleurs, parce qu'il a envoyé son aîné avec son avion faire un peu fanfarer la nuque, là, bon, effectivement c'est dans le narratif de ce personnage-là, mais sur le plan légitime, d'ailleurs, gentiment, il était très aimable, le Premier ministre finlandais, il dit bon bref, bon, j'ai quand même mon mot à dire, on peut s'arranger effectivement si le jour où, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que le Groenland a des ressources minières, et notamment, ce qui nous intéresse dans la transition économique et énergétique, de terres rares. Terres rares, il y a 19 terres rares, c'est classé, etc. Donc ça a du lithium, etc., du baranium, etc., enfin des noms un peu bizarres, qui sont indispensables aux technologies électroniques et surtout aux batteries. Alors, il y a vous savez, il y a un plan 55, etc., pour essayer d'avoir une trajectoire énergétique en Europe, et les Suédois se sont dit, peut-être moi j'ai un peu de fer, on peut peut-être partager, etc. Mais il y a un vrai sujet. Les terres rares, il y en a partout. Si vous voulez du lithium, il y en a dans l'Allier, des gisements. Le problème, c'est pour l'extraire une tonne, 10 kilos, il va falloir une tonne d'eau, il va falloir, etc. Ça se traite. Et quand on traite les terres rares, d'accord, les traitements, ce sont des traitements chimiques, d'accord, et ça va créer ce qu'on appelle du boue. Donc parfois avec des particules radioactives, etc. Et donc, en termes de sécurité environnementale, l'Europe a dit, oh là, très compliqué. Donc on va faire ça quoi? Bon allez, on envoie la terre rare et on la met où? On l'envoie où? On l'envoie en Chine. La Chine est à 90% le producteur de terre rare. Si un jour la Chine ferme le robinet, on ne peut pas très bien. Et donc, sur la matière première, il y en a où? Il y en a un peu partout, en Chine, aux États-Unis, etc. Il y en a en Russie, beaucoup. En Russie, du cuivre, etc. Du côté de Norilsk, là. Mais il y en a beaucoup au Groenland. Pour l'instant, rien n'est exploité. Ils ont fait des forages pétroliers, d'accord, ça n'a rien donné. D'accord, pendant ton sera, non, pas de pétrole exploitable de manière rentable du côté de Groenland, il y a bien ailleurs. Mais en revanche, il y a plein de terres rares. Et surtout, il y a un gisement dans le sud-est d'uranium. Tu sais, c'est des frères, on sait qu'il existe, etc. Mais le Premier ministre, qui pour l'instant de tendance socialiste, a dit pour l'instant, je ne veux surtout pas parler d'exploitation pour des questions environnementales, parce que l'extraction de l'uranium, effectivement, quelque part, ça fait radioactivité sur le terrain. Et protection des populations autochtones, c'est la politique qu'il a prise. Mais elles existent. Il y a plein d'autres réalisées, etc. La seule usine, gisement qui est exploité, c'est un gisement de rubis. Pas énorme, mais enfin, bon, il y avait
avec des intérêts chinois un petit peu transverses, et surtout aussi, le reste, il n'y a rien exploité pour l'instant. Il y a un potentiel d'énergie. C'est pour ça que Trump il a un narratif en disant oui, je veux mettre là-dessus, etc. Historiquement, il faut savoir que le Groenland, il était sous tutelle américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation de la Finlande enfin du Danemark, par l'Allemagne. Okay. Après, ils ont trouvé des libertés. Hein. Mais voilà, là, il y a un enjeu. Que ont très bien compris les Américains, ils ont désigné un émissaire, un ambassadeur plénipotentiaire qui va à Nuuk traiter ces affaires-là. L'Europe s'est dit, voilà, il faut que je décide. Pourquoi l'Europe? Parce que le Groenland, au titre des territoires d'outre-mer de l'Union européenne, effectivement, est le plus grand pourvoyeur dans le domaine économique, médical, etc. Donc l'Europe est représentée. Il a ouvert un bureau, d'accord, une alliance, si vous voulez, un bureau pour être en liaison directement et savoir comment accompagner le Groenland dans cette transition-là. Il faut bien le reconnaître, c'est pareil pour les territoires au Canada. Effectivement, ce sont des peuples autochtones qui se trouvent confrontés à un changement de vie radical. C'est dramatique, ce truc. Bon, sur la partie, pareil, la partie Norvège, etc., bon, on trouve effectivement des gisements potentiels par ailleurs, exploités. La plus grosse minerai de gisements de fer se trouve en Suède. Actuellement, là, ils se sont dit, bon, on a creusé, on fait un gros trou. Et puis là, on a attaqué le village. Bon, c'est un peu comme on va déplacer le village. Ils sont obligés de déplacer le village pour continuer à creuser. Bon, le fer, on est autonome. Les Norvégiens, c'est ce que je dis, fais pas ce que je fais. Norvégiens, effectivement, le plus gros fonds d'investissement mondial, etc., adossé au pétrole et au gaz, qui sont effectivement dans leur beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole. Et dernièrement, là, alors même si ça a été un moratoire, ça a été suspendu, ils sont revenus pendant la guerre, ils ont effectivement ouvert, donc dans la partie, dans leur sous-sol, donc les fameux 200 000, hein, ils ont autorisé, ils ont ouvert aux enchères des parcelles pour récupérer les nodules polymétalliques, hein, qui étaient rares sur le sous-sol. Aussi, c'est un gros enjeu. Hein. C'est pas encore complètement légiféré au niveau mondial, au-delà des ISE2, dans les parties pacifiques, etc. Vous entendez parler notamment un petit peu des choses comme ça, c'est un autre sujet, c'est le fameux traité sur des grands fonds marins. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais là, la Russie, la Norvège, elle a encore des gisements phénoménaux. Okay, donc, voilà, elle prépare un peu son avenir sur ce sujet-là. Et donc, si vous voulez, du pétrole et du gaz, on n'a pas encore fini. Tout ça se fait dans un contexte du côté russe, mais effectivement, où on a l'habitude de dire, dans cet espace-là, pôle Nord, enfin, haute latitude, basse tension, ça se dit en anglais. C'était un peu le leitmotiv jusqu'alors. Bon, maintenant, on reprend un peu dans les narratifs, c'est plutôt haute latitude, maintenant plutôt vers haute tension. Parce qu'on y retrouve dans ce bassin-là des intérêts chinois avec en collusion directe entre les Russes et les Chinois qui font une alliance particulière, qui ont tendance, ces deux-là, même sur le plan général, à pouvoir essayer de ne pas s'aligner sur, je dirais, tout ce qui est doctrine onusienne, démocratique, etc. D'ailleurs, on voit bien, le Conseil de sécurité, ils sont 5 à voter. Quand les Russes et les Chinois ils s'abstiennent, ça passe. Quand ils disent non, il suffit d'un qui disent non, et la résolution, elle passe pas. Et donc, ils sont un peu main dans la main, chacun pour des intérêts particuliers, et la Russie, sur le plan économique, et même sur le plan parfois diplomatique, elle dépend maintenant un peu de la Chine. La Chine qui fait un peu cavalier des seuls, qui a des grandes envies, notamment ça route de la soie, c'est le route de la soie qui passe par l'Arctique, mais qui aussi passe par le Pacifique. Hein. Et la Chine est très présente, elle en est à construire la quatrième brise-glace, hein, la brise-glace, donc elle va faire la science, elle bouge des bouées qui couvrent le fond, etc. Elle a des capacités, et ça donne le sujet, et je finirai quasiment là-dessus, c'est-à-dire en gros, on voit arriver dans cet espace arctique qui est tranquille, personne n'a rien demandé, on ne peut pas y naviguer, il ment pas, on ne peut pas y pêcher, il y a de la glace, et on voit arriver, se focaliser dans cet espace-là, au même titre que c'est en Indo-Pacifique et maintenant en Baltique, on y voit arriver des problématiques internationales, géopolitiques, sur potentiellement, on veut y passer des câbles sous-marins, parce que du câble sous-marin, fibre optique, hein, ça va vachement plus vite si on passe par le pôle, mais avec le risque de se retrouver coupé par les Chinois ou par les Russes. Donc on retrouve toutes ces problématiques qui sont maintenant des problématiques sur le plan maritime, hein, qui sont effectivement la montée en puissance de la Chine, qui sont ce qu'on appelle les guerres hybrides, sur le fait que potentiellement des pays qu'on ne peut pas, qu'on devine bien que c'est la Russie qui est quelque part, etc., qui ont le potentiel de pouvoir créer des conflits indirects, ce qu'on appelle les guerres hybrides en coupant des câbles, d'accord? Non, c'est pas moi, fait, ça embête, sur ce sujet-là. Et puis aussi sur des parties économiques, on a vu, où là, sur les parties gaz, la Russe fait un peu ce qu'elle veut, et du coup, le gaz, il va effectivement monter et descendre. Enfin, voilà, on retrouve ça un petit peu concentré sur l'art.
Voilà, c'est beaucoup de choses en désordre. Il y a un observateur, vous trouvez sur Internet, d'accord, qui s'intéresse à l'Arctique. Ici, parce qu'on appelle un observateur de l'Arctique, qui est un think tank, la Fondation de la Recherche Stratégique, au même titre que vous connaissez peut-être l'IFRI, et qui, au profit de la DGRSI, c'est la Direction Générale de la Recherche Stratégique, qui travaille pour les armées, en gros. C'est des experts qui travaillent pour les armées sur des thématiques particulières. Et donc on fait une veille sur des thématiques, donc la recherche, la gouvernance, l'économique, et moi je m'occupe du maritime, etc. Que vous pouvez aller avoir, la PFRS sur Internet, et vous avez mensuellement et pour ceux qui ont du mal à s'endormir, c'est toujours assez éveillé, aller sur le sujet, mais je ne me recommande pas parce que c'est vraiment solide. Merci.